Alors, je- C'est bon, c'est bon. oui. Je vais vous présenter un travail, ou du moins une petite production de la PMI de Mayotte sur la malnutrition, un état des lieux. L'état des lieux, il porte sur les années 2023-2024, en sachant que la population qui est à la PMI, je vais vous présenter quelques particularités de la population qui est prise en charge à la PMI, ne représente pas exactement la population générale de Mayotte. Donc c'est pour ça que c'est intitulé « Population pédiatrique consultant en PMI à Mayotte ». Les généralités sur la malnutrition, on va passer beaucoup de diapos assez rapidement parce que normalement ça devrait durer beaucoup plus longtemps que les 15 minutes qu'on va essayer de prendre. Donc il y a quand même des choses importantes, c'est les conséquences de la malnutrition sur l'enfant. Alors, volontairement, on ne va parler que de sous-nutrition. Parce que vous verrez sur les chiffres, c'est vraiment ce qui est prégnant et ce qui, j'allais dire, constitue vraiment le motif de consultation qu'on rencontre au niveau de la PMI, plus que les surnutritions ou les obésités. Le risque de décès qui augmente, les carences qui s'aggravent et les conséquences de la malnutrition qui persistent au-delà de 2 ans et au-delà même de l'adolescence. Définition statistique, donc les malnutritions, les excès, les carences, les mesures. Ça, c'est déjà important de savoir quelles mesures on va prendre comme référence. Nous, on accède facilement. Il faut que les mesures soient faciles à prendre, reproductibles, indépendantes de l'opérateur pour qu'on puisse comparer les choses et faire des stats. Donc il y a plusieurs méthodes, le poids, la taille, le périmètre brachial, le petit bracelet, ou les mesures de pli cutané. Il y en a certaines qui sont plus pratiques que d'autres. Donc nous, on a retenu les indices. Alors, il y a les mesures de poids puis les indices. Les indices, on est sur ce qu'on prend. L'IMC, vous avez l'habitude, vous le voyez souvent, mais c'est plus adapté aux adultes qu'aux enfants pour des comparaisons statistiques. Donc nous, on retient plutôt, et on le verra après, je vous montrerai les indices qu'on retient. Alors on a plusieurs relations qu'on peut avoir facilement, le poids par rapport à l'âge, la taille par rapport à l'âge, le poids par rapport à la taille. Sur notre classe d'âge, en tout cas, le poids par rapport à l'âge nous donne un indicateur de malnutrition aiguë, la taille par rapport à l'âge, un retard de croissance statural, je vais le dire, qui est plus tôt pour les malnutritions chroniques, et le poids par rapport à la taille qui, lui, est plus multicritère et qui va demander des interprétations plus spécifiques. Les indices sont évalués par des rapports à des courbes de référence et donc à des normes. Les Z-scores, on verra après. Les types de malnutrition, les définitions, donc on vient d'en parler. Alors, dans les malnutrition, on va définir en fonction d'écarts par rapport à la moyenne qu'on a retenue, des malnutritions aiguës majeures et des malnutritions aiguës mineures et des malnutritions aiguës sévères, suivant des écarts par rapport à la norme. Les références, là, ça devient déjà plus intéressant et important, c'est-à-dire que les courbes de référence, c'est ce qui sert à donner l'écart type par rapport à la moyenne de la normale retenue est interprétée suivant des courbes, et ces courbes, à travers le temps, elles ont changé, elles évoluent. Donc il faut savoir quand, par exemple pour l'étude Nutrimé, dont on a parlé, l'étude Nutrimé en 2006, c'était basé sur les courbes OMS, mais de 1978. Unono Wamaore, qui a été faite en 2019, c'était basé sur les courbes OMS de 2006. Actuellement, nous, on fait une étude qui va être basée sur les dernières courbes qu'on a, sur les courbes de 2018. Donc déjà, dans la comparaison des différentes études, il faut avoir des petites réserves. Alors effectivement, ça ne va pas jouer sur des changements statistiques très importants, mais ça peut influer, donc il faut en tenir compte dans les comparaisons. Ensuite,
Alors voilà, ça c'est juste pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les tableaux qu'on utilise. Donc vous voyez, il y a des -1, des -2, des -3, comme il y a des +1, des +2, des +3, par rapport à une taille et un poids conseillé pour la taille, dans celle-ci, hein, en tout cas, dans cet exemple-là. Les -3, -2, -1, c'est par rapport à des Z-scores. Le Z-score, c'est l'écart type entre la mesure et la recommandation. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu les choses. Alors, après, il y a eu des études à Mayotte. Nutrimé 2006. Alors, c'était pas obligatoire, c'était des études sur la nutrition. Le but n'était pas spécifiquement de déterminer la malnutrition sur une classe d'âge donnée, mais les éléments de réponse étaient apportés quand même. Elle apportait, alors je vais prendre là la taille des cohortes. La cohorte, c'est le nombre d'enfants qui ont été inclus dans l'étude, dans Nutrimé, par rapport à la classe d'âge que nous, on a retenue. C'est-à-dire, à la PMI, on soigne les enfants de 0-6 ans. Donc, notre classe d'âge retenue chez nous, c'est 0-6 ans. Dans cette classe d'âge, dans Nutrimé, alors, ils n'avaient pas pris 6 ans, ils avaient une classe d'âge 0,5. Il y avait 251 enfants. Les résultats, on les verra en comparaison de ceux des études suivantes. Après, il y a eu en 2019 Unono Wamaoré. Unono Wamaoré, alors, ça a été un peu plus compliqué à sortir les comparaisons parce que pour les enfants avant 4 ans, ils utilisaient des MUAC, les bracelets, et ils n'ont pris le poids et la taille qu'au-delà. Et en plus, leurs cohortes, elles sont un petit peu plus restreintes. Donc finalement, si on prend la classe 0-3 ans qu'on peut comparer, ils avaient à peu près 800 enfants. Les résultats, on les verra après. Les limites de comparaison dont je vous parlais, critères d'inclusion différents, méthodes de mesure différentes et courbes de référence internationales différentes sur ces deux études et par rapport à celle de la PMI. Alors, l'étude de la PMI qu'on a mis en route, elle n'a été possible qu'avec l'informatisation des sites. Donc, on l'a démarré en 2023. Donc, ça porte sur les chiffres 2023-2024. Les enfants vus en consultation à la PMI, 0-6 ans. Et également, on y a inclus, dès qu'on a pu, les BESM, puisqu'on a entamé les bilans de santé en école maternelle. Donc là, sur une classe d'âge qui est la classe 5 ans. Avec un intérêt, c'est de voir sur une population plus ouverte par rapport à la population de la PMI, puisqu'on a les courbes, nous, de 5 ans à la PMI, sur notre population de consultation. Les cohortes, alors les mesures qu'on a choisies, c'est le poids, la taille, l'âge, on l'a dans les dossiers, et la cohorte, sur 2023-2023, ça couvre 42 000 et quelques enfants. Donc on serait tenté de dire, c'est ce qu'on appelle une cohorte suffisante pour avoir un effet statistique, normalement les résultats sont intéressants. Préambule, la répartition de nos consultants. On voit que 90% de notre patientèle, j'allais dire, c'est 0-2 ans, puisque notre tête de gondole à la PMI, ce qui attire les gens, c'est la vaccination. Donc on voit surtout jusqu'à 2 ans, et après, à partir de 2 ans, éventuellement pour les examens annuels, mais on a un accès qui est beaucoup plus restreint à la population enfantine. Les parents ne les amènent plus en consultation, tandis qu'ils viennent jusqu'à l'âge de 2 ans pour la consultation et surtout pour la vaccination. Le nombre de consultations, alors, avec couverture vaccinale, moi je ne peux pas vous dire la nationalité des gens partis par les légaux ou pas légaux. Ce qu'on a, nous, c'est couverture sociale ou pas couverture sociale. Donc 85% des enfants qui vaccinent à la PMI, qui sont vaccinés et pris en charge à la PMI, sont des enfants qui sont hors prise en charge sociale, c'est-à-dire non couverts par la collectivité. Avec des différences significatives suivant les lieux de consultation. Vous verrez que dans certains secteurs du sud,
en particulier ceux qui sont en vert sur cette diapositive, vous avez des taux qui sont tout à fait cohérents à 50%, et d'autres lieux, par exemple, je prends Passamenti, où on est à 4%. Des enfants qui consultent avec couverture sociale chez nous. Hein. Donc, il y a de grosses disparités territoriales déjà à ce niveau-là. Alors, là, je vous ai mis la diapo. Alors, ce n'est pas tellement pour vous que vous reteniez, hein, il n'y a pas grande conclusion. C'est surtout la ligne en vert du bas qui nous donne les indications. Mais on peut les exploiter par nombre, par pourcentage, etc., avec la totalité des cohortes. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir, par rapport aux courbes normales, on a un glissement vers la gauche du tableau au niveau des courbes. Si on faisait des courbes, on verrait que normalement, les courbes devraient être les courbes médianes de façon importante. Et si on fait une comparaison entre la courbe médiane métropole et la courbe médiane Mayotte, on va s'apercevoir que le pic est dévié sur la gauche parce qu'on tend vers les bas poids, vers la sous-nutrition plutôt que vers des obésités ou même dans la moyenne. Donc ça, ces chiffres, ils sont intéressants, on va les reprendre après. Ça montre quand même que... alors, la deuxième ligne en bleu, c'est simplement pour les ramener. Vous voyez, la ligne du dessus, c'est plus détaillé. On est à moins 1, moins 1,5, moins 2, moins 2,5, moins 3. En bleu, malnutrition aiguë modérée, ça correspond à moins 2. Et malnutrition aiguë sévère, ça correspond à moins 3. On a la normale qui est à 45% de la population, les maigreurs qui sont quand même à 18%, les malnutritions aiguës modérées qui sont à 5% ou à peu près, et les malnutritions aiguës sévères autour de 1%, avec de grosses variations territoriales. Donc ça, c'est que des moyennes, et ça n'a l'intérêt que de moyennes globales. Après, on les a classés par rapport aux âges, et à ce moment-là, on voit que par rapport aux âges, il y a également des disparités. On les a mis également, là c'est pareil, c'est l'année suivante, les pourcentages par lieu, c'est-à-dire qu'on a également de grosses disparités par rapport aux lieux, et on le voit ici en 2023 ou en 2024, on retrouve à peu près les mêmes couleurs. Alors j'ai mis de la couleur parce que c'est un peu plus parlant, mais il n'y a pas de changement notable entre 23 et 24, avec des zones que j'ai mis en vert. Alors, il faut bien séparer le versant sous-nutrition de surpoids, obésité éventuellement. Et on a un cas particulier que j'ai mis en jaune, qui est le cas de Kungu. Et on va voir le détail après. Donc, surtout, à noter qu'on a en rouge les zones où on est vraiment en sous-nutrition avec des taux qui sont élevés par rapport à la moyenne. On prend 5,37. Par exemple, vous voyez Sada, Akua, qui a 20% par rapport à la moyenne du territoire, qui est à 5,37 pour les Z-2, c'est-à-dire malnutrition aiguë modérée. Quand on arrive à presque 20% de malnutrition sur un territoire, ça devient quelque chose d'intéressant de le savoir. Et si on compare à d'autres choses, comme par exemple, je vais aller sur Combani, à Combani ou à Chiconi, on tombe à 0,88%. Donc c'est dans ce sens-là, l'intérêt de cette étude, elle n'est pas tellement de dire la malnutrition sur Mayotte, elle est importante ou elle n'est pas importante, mais à tel endroit, il y a un problème, et c'est à tel endroit qu'on doit porter notre effort. Peut-être d'autres efforts, si on va chercher dans le surpoids, sur Bouéni, par exemple, il n'y a pas d'intérêt à mettre le paquet sur la malnutrition. Là, on va peut-être parler de surpoids et d'obésité. Donc c'est ça l'intérêt de ce type d'études, pour moi en tout cas. Bon, des petits camemberts, parce que je trouvais sympathique de mettre des camemberts dans la malnutrition. C'est déjà un début de solution. Et surtout, ce que je voulais arriver, c'était à ça. C'est-à-dire
la cartographie de la malnutrition sur le territoire, de façon à pouvoir orienter nos interventions et fournir également à nos partenaires une cartographie de la malnutrition à Mayotte qui va nous permettre peut-être de faire un petit peu plus à la carte les actions qu'on doit pouvoir faire et savoir où on doit vraiment se concentrer par rapport à d'autres lieux. Donc cette carte-là, alors j'ai gardé Koungou en jaune parce que Koungou, il est très particulier dans la mesure où Koungou, il est équilibré. On est à 75% de gens qui se trouvent dans la médiane. J'allais dire, même en métropole, ça n'existe pas. Les gens, ils sont soit en sous-nutrition, soit en surpoids. Mais là, j'allais dire, c'est un cas... alors, je ne sais pas dire pourquoi, mais c'est probablement le mélange des populations, mais on a autant de surpoids que de sous-nutrition, et la majorité des gens sont dans la moyenne. Donc, j'allais dire, je l'ai mis un petit peu à part parce qu'on ne savait pas où le mettre. Les conclusions, je vais terminer, voilà. Donc, je voulais vous donner quand même... Alors, les chiffres, on les a, on pourra les produire, on aura le temps d'étudier, mais c'est vrai qu'en 15 minutes, je ne peux pas vous passer. On a également fait les comparaisons par rapport aux troubles de croissance, donc les troubles de la croissance qui, eux, vont porter plus sur la classe 5 ans. Troubles de la croissance à 2 ans, ça n'a pas grand intérêt. C'est plus intéressant sur la courbe 5 ans. Quelques comparaisons d'études. Alors là, avec toutes les réserves qui se doivent, par rapport à Nutrimé en Z-score sur le poids âge par rapport à maintenant, on a baissé au niveau des -2, au niveau du poids âge. C'est-à-dire on a baissé l'incidence de ce type de malnutrition. Sur la deuxième comparaison, PMI, alors sur la tranche d'âge 5 ans par là, par rapport à Unono, sur la classe 5 ans, on a augmenté. Là, de ce côté-là, on est à 10% des enfants qui étaient, on est sur la classe 5 ans, hein, qui étaient sous-nutris. Répartition du nombre d'enfants selon le type d'allaitement. Là, je l'ai mis pour le docteur Abbas. Alors, je respécifie qu'on est sur les enfants consultant à la PMI. 0-2 ans, souvent pour ce qui est de l'allaitement, et pour une population particulière. Avec, effectivement, quand on regarde à 1 mois, on a 58%, presque 59% d'allaitement mixte. Et en artificiel, on en a peu, mais on est quand même sur un peu plus du tiers en allaitement maternel. On voit au fil du temps l'évolution jusqu'au 12e mois, où on s'est arrêté, nous, de prendre les courbes. Mais voilà, on voit que l'allaitement maternel, on a encore beaucoup de marge, et que l'allaitement mixte est effectivement très usité petit à petit avec, j'allais dire, autour du 8e mois, le passage à 30-30-30, un tiers, un tiers, un tiers. Hein, un tiers d'allaitement maternel, un tiers d'allaitement artificiel et un tiers d'allaitement mixte. Voilà. Donc cette chose-là, c'est très intéressant aussi parce que pour parler, on ne peut pas parler de malnutrition sans parler d'allaitement. La première réponse au niveau de la malnutrition infantile, c'est l'allaitement maternel, parce que c'est ce qu'on a sous la main, qui est le plus nourrissant, qui est le plus adapté, qui est le plus économiquement abordable. Et je pense qu'effectivement, le fait de s'orienter vers une promotion de l'allaitement maternel, quelle que soit la forme, est importante. Voilà. Merci, docteur De Sauve. Pareil, nous allons prendre 3 questions. Commence par madame. Allez-y. Là-bas, Salmata, là-bas, la dame, voilà.
Bonjour, je suis Sana, une sage-femme au CHM. J'ai également une activité libérale à Koungou. Et ça tombe très bien, Dr Sof, que vous réabordiez la question de l'allaitement maternel, parce que c'était la question que je voulais aborder tout à l'heure. Comme a dit Dr Abbas, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, ça a vraiment un impact très positif sur la santé en général, même après à l'âge adulte. Mais effectivement, il y a plusieurs problèmes à Mayotte que j'ai pu remarquer en exerçant en maternité. Effectivement, l'implication des auxiliaires de puériculture, sûrement par manque de formation, et ça c'est un point à améliorer. Le manque aussi de conseillères en lactation à la maternité, c'est une très grande perte pour nous que Florence nous ait quittés, mais j'espère qu'elle apportera son expertise à la PMI. Et après, concernant les sages-femmes, nous, c'est dans notre formation initiale, l'accompagnement à l'allaitement, en tout cas les bases pour bien lancer l'allaitement. Mais c'est vrai qu'à la maternité de Mamoudzou, on a extrêmement beaucoup de pathologies et quand on est beaucoup dans le curatif plus que dans le préventif. Et cette suractivité n'aide pas à lancer un bon allaitement. Et aussi, ce sur quoi je voulais revenir, c'était le pot à pot qu'a évoqué Florence pour les patientes qui accouchent par voie de césarienne. Dr Abbas, tout à l'heure, avait déjà souligné l'impact que ça avait sur la colonisation de la flore intestinale chez les nouveau-nés. Mais en plus, il y a la séparation avec la mère et le pot à pot qui est quasiment jamais fait parce que la configuration à l'hôpital l'en empêche. Et du coup, ça n'aide pas. Et ayant travaillé aussi en dispensaire, j'ai pu remarquer, vu qu'on a plus de la physiologie, qu'on accompagnait mieux à l'époque Amrama Doudou, parce qu'on avait plus le temps d'accompagner les mères sur l'allaitement maternel. Après, vous avez raison de parler de promotion de l'allaitement maternel. J'ai vu qu'il y avait eu la semaine de l'allaitement. On avait reçu au cabinet une affiche que j'avais mis en place. Mais c'est vrai que je touchais que les patientes qui avaient la sécurité sociale et qui venaient consulter à Koungou. Et c'est pour ça que je me dis que même s'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour faire cette promotion-là, parce qu'au final, le choix final, il revient à la femme, mais pour qu'elle puisse choisir, il faut qu'elle soit éclairée. Et il y a vraiment un manque du coup de formation. Et c'est pour ça que la maternité, ça devrait être vraiment le moment dans ces 1000 jours où on donne le là sur après la suite de la santé de cet enfant qui va être vu, mais parfois après plusieurs mois à la PMI, parce qu'il y a quand même des délais pour prendre rendez-vous. Et puis même un allaitement, quand il est mal lancé, c'est difficile après de rattraper, surtout quand il n'y a pas les spécialistes sur l'île pour accompagner ça. Je parle des conseillères en lactation. Merci. Et Madame. ma question, c'était pour améliorer cette santé. C'était plus pour Dr Abbas, mais c'est pas grave. Je voulais juste évoquer la question des lactariums. Est-ce que c'est un projet je parle des prématurés du coup qui sont hospitalisés en néonat, qui peut exister dans un futur proche à Mayotte? Voilà. Merci. Moi, je ne vais pas répondre sur le lactarium, parce que ce n'est pas de ma fonction. Par contre, je peux dire qu'à notre niveau, je vais laisser le docteur Bass passer le micro, mais au niveau PMI en tout cas, on a commencé à faire un gros effort sur la promotion de l'allaitement maternel, mais l'effort, il faut le commencer au début. Donc, on a commencé par la formation, en particulier de nos intervenants extérieurs, avec le CEPS, les services d'éducation pour la santé, qui connaît la population, qui fait effectivement de grosses démarches là-dessus. On leur a demandé d'appuyer sur ce secteur-là de la prévention. Le lactarium, moi j'ai connu ça en métropole. C'est vrai qu'ici, ça demanderait au niveau infrastructure, etc., de gros moyens, parce qu'on est quand même en climat tropical, en sachant que c'est possible à faire, mais que le lactarium, il faut la structure, il faut les gens qui vont accepter. Alors, quand c'est dirigé vers les services de mater ou de néonat, ça a du sens, mais il faut également les donneurs et tout aller, j'allais dire, c'est intéressant de voir, on parlait tout à l'heure du recrutement des études. Il y a une des deux études qui était, je crois que c'est Nutrimé, la première où ils avaient sélectionné
dans la sélection de la cohorte, on avait sélectionné pour dire on va séparer les gens de milieux différents. On avait séparé les gens en fonction du fait qu'ils avaient une télévision et un réfrigérateur. Donc ceux qui en avaient, c'était dans les gens une partie plutôt aisée, et dans l'autre, ceux qui ne l'avaient pas, c'était la population que nous, on appellerait précaire. J'allais dire, pour moi, il aurait mieux valu de voir s'ils avaient l'électricité ou pas avant la télé ou le frigo, mais à l'époque, c'est ce qui avait été choisi. Actuellement, ne serait-ce que pour un lactarium, c'est un problème. Où sont les donneurs par rapport à leur lieu d'habitation? J'allais dire, on n'est pas... Il faut remonter toute la chaîne et toutes les difficultés, il faut les prévoir. Donc, bien sûr, moi, je trouverais merveilleux qu'il y ait un lactarium à Mayotte, que ça serait une avancée majeure à Mayotte, mais je vois du côté de la mise en place de gros soucis à prévoir. Deuxième question. On pose une question, hein? Oui. Merci. Bonjour. Donc Anne Vernaz, pédiatre en CAMS actuellement, mais j'avais pas mal travaillé sur le protocole malnutrition il y a quelques années. Donc la première chose, c'est est-ce que vous allez... En fait, dans l'étude Unono Wamaoré, on avait vu le lien entre pourcentage d'allaitement maternel et dénutrition. En fait, chez les enfants dénutris, il y avait moins d'enfants allaités et moins longtemps. Donc si vous arrivez à reprouver ça, même si on le sait, ça permet d'avoir des chiffres et ça permet de faire pousser un peu les politiques. Et la deuxième question, ça c'est plus technique. Pourquoi vous avez pris le poids pour l'âge et pas le poids pour la taille, qui est quelque chose qu'on utilise de façon plus objective pour la dénutrition aiguë, mais peut-être que sur grande échelle, je me dis que c'est plus pratique le poids pour l'âge. Mais est-ce que Kungu, ça pourrait pas être une des explications? Est-ce que si vous faites le poids pour la taille, c'est les mêmes chiffres? Alors, j'allais dire, effectivement, on aurait pu... Alors, je vais répondre à la première question, qui était, rappelez-moi... Le lien entre allaitement maternel et dénutrition. Est-ce que ça ressort dans vos chiffres? Alors, ça peut ressortir, mais j'avoue que là, pour le moment, on n'a pas exploité la totalité des chiffres. Ça demande un gros travail statistique. Et j'avoue qu'on est dans la mise en route de nos stats. Donc l'exploitation, elle peut toujours se faire. Je pense qu'on continuera à exploiter ces chiffres-là, et pas obligatoirement que sur 23-24. Mais il nous faut des outils d'exploitation et des personnels d'exploitation suffisants pour sortir tout ce qu'il y a à sortir d'une étude. Là, on s'est porté sur les premiers chiffres, en sortant avec l'aide de l'ARS, l'application de l'ARS également, au travers d'engagements qu'on avait avec eux. Et je peux dire que ne serait-ce que pour sortir, alors là je n'ai pas parlé de tout en 15 minutes, mais ne serait-ce que pour sortir ce qu'on a là, ça demande pas mal de temps, parallèlement à beaucoup d'autres choses. Donc je pense que c'est une mise en route de certaines choses qu'il va falloir continuer derrière et effectivement exploiter sur plusieurs années, en particulier avec la possibilité informatique d'avoir des dossiers dans le temps qui vont nous permettre de suivre les mêmes enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, la fin de leur croissance. Alors on pourrait faire le travail sur les cohortes de maintenant, de 5 ans, en essayant de retourner en arrière, voir est-ce qu'ils ont été malnutris puisqu'ils ont un trouble de la croissance, par exemple, et sortir des chiffres. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué à faire parce qu'on est en dossier papier sur beaucoup de choses et on a la notion informatique que sur une partie des 2 dernières années. Donc, j'allais dire, avec le temps, c'est des exploitations et les outils informatiques qui vont permettre de sortir des chiffres très intéressants et qui vont permettre peut-être d'affiner un petit peu ce premier jet qui est l'étude qu'on présente aujourd'hui. Merci, docteur.